foi. Ici, ça marche bien. À Nice, mauvaise foi. Finalement, le cerveau, est-ce que c'est pas une fantastique machine à illusions? Et le langage en serait un support extrêmement efficient, ce qu'on appelle la discursivité de la conscience. Donc la question, c'est est-ce que le libre arbitre n'est pas la plus incroyable des illusions? Il y a ce bouquin qui est rapide à lire, Nancy Houston, L'espèce fabulatrice. Quand on lit ça, on s'aperçoit que vraiment notre monde est façonné par des histoires. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours des histoires, il faut toujours un narratif derrière une théorie ou derrière un programme politique. Il faut un narratif. Et alors, théoriquement, ça tourne, hein, donc vous ne le verrez pas tourner. On a un cortex sous très forte influence. On est soumis, en fait, le cortex est soumis à la dictature du striatum, qui est donc au centre de la tête, du cerveau. Le striatum, c'est une machine, c'est une pompe à dopamine, quoi. Ce qu'il cherche, en fait, c'est qu'on mange, qu'on se reproduise ou qu'on fasse semblant, tant que ce n'est pas désagréable, d'acquérir du pouvoir, d'avoir de la reconnaissance sociale, du statut social, ou de vivre sans effort. Tout ça, ça apporte de la dopamine, et le problème, c'est que c'est nos limites, donc ça ouvre la porte aussi à des tas de phénomènes d'addiction dans tous les sens du terme. Donc on n'est pas très éloigné du libre arbitre, parce qu'on s'aperçoit qu'on est tous quelque part dépendants, on aime manger, on aime ci, on aime ça, ben, on est tous dépendants de tas de choses, de tas d'influences qui nous éloignent d'une liberté théorique. L'autre point un peu plus troublant, c'est que nous sommes des chimères. Quand on dit je, on se considère comme être humain. Et finalement, quand on sait qu'on a plus de gènes microbiens que de gènes humains, quand on sait qu'on a 10 fois plus de bactéries dans le microbiote que de cellules humaines, quand on sait que notre tube digestif abrite 10 000 milliards de bactéries, donc on voit que finalement nous sommes des êtres totalement chimériques, quoi. Donc le jeu il décide de quoi, de qui. Je vous dis ça parce qu'il y a eu des études sur des animaux dont on s'est aperçu que colonisés par certaines bactéries, ils se laissent attraper, ils adaptent un comportement de proie, parce que la bactérie les pousse à se faire bouffer, parce que la bactérie se développera mieux dans le corps du prédateur. Vous voyez, donc c'est un comportement suicidaire chez la proie, et c'est la bactérie qui en décide. Alors, je pense qu'il doit y avoir des phénomènes un petit peu similaires chez nous, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est ces petites bêtes. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on maintenant, plus ça va, plus on comprend le rôle, l'importance des microbiotes. On a des microbiotes partout aujourd'hui. On parle toujours du ventre, mais il y en a dans les poumons, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a un peu partout. Et on sait aujourd'hui que 90% des maladies pourraient avoir un lien avec des perturbations du microbiote. Et donc, par exemple, l'obésité, par exemple, les psychoses, etc., etc. Et donc, on voit que les comportements et les maladies sont fortement liés au microbiote intestinal. Par quelle voie ça passe? À droite, si vous voyez, il y a une autoroute à 4 voies. Il y a la voie sanguine, la voie immunitaire, la voie endocrinienne, la voie nerveuse. Ça communique à plein tube, jour comme nuit, à notre insu, qu'on soit éveillé, conscient, pas conscient, etc. Ça communique plein tube. Et donc les microbiotes, finalement, tout ne se passe pas dans le cerveau, c'est ce que je veux dire. Et peut-être aussi un peu à l'extérieur. Il y a aussi la révolution épigénétique. Tout ça, c'est passionnant. L'épigénétique, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étude des changements d'activité des gènes. Autrement dit, c'est le phénotype, c'est l'expression des gènes. On a des gènes hérités de nos parents, et on sait aujourd'hui de plus en plus que notre environnement mental, notre environnement physique, impacte totalement l'expression de nos gènes, à travers des mécanismes qui sont là. Alors je vais le faire pareil de manière courte. Il y a 3 mécanismes principaux. Il y a ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. Autrement dit, il y a des petits groupes CH3 là, qui se greffent sur, je crois, la cytosine de mémoire. Donc ça inhibe des gènes, donc des gènes qui peuvent être intéressants, mais ça les inhibe. Ou alors les histones que vous voyez en bas s'enroulent de manière plus serrée, donc inhibent l'expression des gènes. Et il y a également les micro-ARN. Chaque fois, j'ai du mal avec ça. Merci. Micro-ARN. Pour vous dire que ce soit de la chimie, des perturbateurs endocriniens, des pesticides ou que sais-je, ou du stress, ça peut nous amener à inhiber des gènes protecteurs contre le cancer, par exemple. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des chocs, parfois des chocs psychologiques qui amènent des maladies, parce que justement, c'est l'épigénétique qui frappe. Alors que nous disent les experts? Il y a Patrick Haggard, qui est intéressant, un anglais, qui nous dit plus on connaît les processus cérébraux de décision, moins l'existence du libre arbitre paraît vraisemblable. Il faut donc se débarrasser de ce mot impur séparé du cerveau. Ensuite, il nous dit notre cerveau nous joue des tours astucieux pour nous donner une impression de contrôle qui fait que nous nous considérons responsables de nos actions. Et le sentiment de contrôle nous raconte une histoire sur la raison de notre action utile pour la prochaine fois. Donc on voit qu'on est en plein rêve. Quand on regarde Stanislas Dehaene, dont on a parlé tout à l'heure, lui,
Alors c'est un peu plus confus, enfin un peu plus... au départ, il nous dit le libre arbitre existe, mais il est le résultat d'un calcul. Hein. Ensuite, il nous dit il n'y a pas de décision non causée car nous n'échappons pas à la